Lors d'une fête avec ses amis, j'ai fait ma demande en mariage à ma petite amie. Elle a répondu, je préférerais rester célibataire plutôt que. Salutations, voyageurs, et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi que vous vous joigniez à moi pour ce périple. Si c'est votre première escale, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer le prochain départ. Partagez cette vidéo, c'est comme ajouter du carburant à notre fusée. Cela nous aide à aller plus loin. Dites-moi, d'où commence votre voyage aujourd'hui? J'adore avoir des nouvelles de chacun d'entre vous. Maintenant, commençons notre exploration. Certaines vérités ne murmurent pas, elles s'abattent comme le tonnerre, impossible à ignorer et encore plus difficile à oublier. La mienne est arrivée lors d'une réception de mariage, masquée par un rire éméché et une phrase qui tourne en boucle dans mon esprit depuis. Laissez-moi rembobiner. Je m'appelle Victor. J'ai 47 ans et je suis propriétaire d'une entreprise de construction commerciale que j'ai bâtie à partir de rien après 15 longues années à travailler sous le toit de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas exactement ce qu'on pourrait appeler raffiné. Je préfère un jean et des bottes de travail à un costume, un week-end dans les bois à un hôtel 5 étoiles, et un verre de bourbon à un grand vin. Mais j'ai bien réussi dans la vie. Je possède des biens immobiliers dans 3 États. Je n'ai aucune dette, et chaque parcelle de mon succès provient de décennies de constance, de planification et de travail acharné. Je sortais avec Rachel depuis 2 ans. Elle a 39 ans, travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, et c'est le genre de femme qui fait tourner les têtes. Vive, éblouissante, ambitieuse. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque mon équipe rénovait l'immeuble de bureau de son entreprise. L'alchimie fut immédiate, intense, du genre qui fait battre votre cœur plus vite et basculer légèrement votre monde. Tout s'est accéléré rapidement. En quelques mois, elle passait la plupart de ses nuits chez moi. Au bout de 6 mois, elle avait officiellement emménagé. Nous nous sommes glissés dans une vie commune avec une facilité déconcertante. Prévisible, confortable, stable. Je ne fais pas les choses à moitié. Si je m'engage, je me donne à fond. Elle avait accès à tout. Mes finances, mes cartes de crédit, les clés de toutes mes propriétés. J'avais même commencé à esquisser les plans d'une maison construite juste pour elle, quelque chose de personnalisé, quelque chose qui reflèterait son style. Elle avait un sens très aigu de ce qu'elle aimait, et je voulais lui offrir un espace qui lui appartiendrait entièrement. Son cercle social était composé d'autres représentants pharmaceutiques et d'amis de l'université. Des gens bien habillés, très performants. Le genre de groupe qui fait du pilate à l'aube et boit du champagne au brunch. Pas exactement ma zone de confort. Mais je faisais l'effort pour elle. J'assistais à leur dégustation de vin, à leur dîner chic, à leur soirée sur les toits. Ils me traitaient avec la gêne polie que l'on réserve à la personne qui répare votre climatisation, amicaux, mais jamais tout à fait sûr de savoir comment vous intégrer. Ça ne me dérangeait pas. Je n'étais pas là pour eux. Au bout de 2 ans, je pensais que notre relation était solide. Nous avions évoqué l'idée du mariage, ces conversations désinvoltes et à moitié sérieuses que les couples ont lorsqu'ils oscillent entre un jour et peut-être bientôt. J'avais commencé à y penser plus sérieusement, discrètement. J'avais même commencé à chercher une bague. Pas n'importe quelle bague, mais quelque chose de personnel. J'avais demandé à un ami joaillier de concevoir quelque chose de spécial, inspiré d'une pièce ancienne que Rachel avait un jour admirée dans une vitrine. Quelque chose d'unique, tout comme elle. Puis est arrivé le mariage de Britney. Britney était l'amie la plus proche de Rachel depuis l'université, son ancienne colocataire, sa sœur de sororité, celle qui s'était tenue à ses côtés lors de son premier mariage, il y a 10 ans. Ce mariage n'avait pas duré. Il s'était terminé après moins de 2 ans lorsque son mari s'était enfui avec son hygiéniste. Le mariage était grandiloquent, somptueux et théâtral. Vœux dans une cathédrale classique, une liste de 500 invités et une réception dans l'hôtel le plus chic de la ville. Un orchestre complet, un bar ouvert, des photomatons, des cocktails signatures, la totale. J'ai mis mon plus beau costume, serré les bonnes mains, souri quand cela semblait attendu, j'ai même dansé un peu quand le moment l'exigeait. J'ai joué mon rôle. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes retrouvés dans un cercle informel d'amis de Rachel, principalement des couples, la plupart d'entre eux ayant bien bu. Dans un creux de la conversation, l'un des maris, Todd, je crois, s'est tourné vers nous et a dit, « Alors, c'est pour quand votre grand jour ?» Rachel sera la prochaine à remonter l'allée. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Rachel a ri,
mais ce n'était pas son vrai rire, celui que je connaissais. Celui-ci était différent. Forcé, strident, joué pour le public. Elle a levé son verre dans ma direction et a dit, lui ? Je préférerais rester célibataire toute ma vie. Tout le monde a éclaté de rire. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule comme si j'étais la chute d'une bonne blague. Aïe, ont-ils dit. Quelqu'un d'autre a ajouté, ne t'en fais pas, Victor. Elle est juste en colère parce que la robe de Britney a coûté plus cher que ton camion. Les rires ont continué. Rachel a ri aussi, puis a ajouté, sans blague, vous m'imaginez passer toute ma vie dans une cabane de chantier à tamponner des plans ? Je n'ai pas ri. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement resté là, entouré de gens qui trouvaient divertissant de se moquer de moi, qui me voyaient comme quelqu'un qu'elle ne prendrait jamais vraiment au sérieux. J'ai posé mon verre sur une table d'appoint, j'ai croisé le regard de Rachel un instant qui a duré plus longtemps que la plupart ne l'auraient fait, puis je me suis retourné et je suis parti. Non seulement de ce qu'elle venait de dire, mais de l'événement, de l'engagement, de la vision d'un avenir commun à laquelle je m'étais si fermement accroché. Sa voix m'a suivi, d'abord désinvolte, puis confuse, et enfin teintée de panique. Mais je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière. Dans le hall de l'hôtel, j'ai appelé une voiture et éteint mon téléphone. À la tombée de la nuit, j'avais atteint mon refuge de montagne, l'endroit que Rachel avait toujours qualifié de trop rustique pour le supporter plus d'une nuit. Je me suis assis sur la terrasse sous une couverture d'étoiles, étonnamment calme pour quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. À l'aube, j'y voyais clair. Je suis retourné en ville, en calculant mon arrivée pour que Rachel soit déjà au travail. Cette matinée-là a été consacrée à une série d'appels téléphoniques essentiels, à mon avocat, à mon conseiller financier, à ma banque. Pas par dépit, mais par nécessité. Quand une personne vous montre son vrai visage, il est sage de la croire du premier coup. À la maison, j'ai fait mes valises avec précision. Vêtements, documents importants, héritages familiaux irremplaçables. J'ai laissé tout le reste. Je possédais plus d'une résidence. La vaisselle et les meubles pouvaient être rachetés. Mon temps, en revanche, ne le pouvait pas, et j'en avais déjà trop gaspillé. Avant de partir, j'ai traversé chaque pièce une dernière fois. Dans mon bureau, j'ai rassemblé les plans d'architecte de la maison que j'avais commencé à concevoir pour nous deux, ainsi que les échantillons de tissus et les choix de design qu'elle avait un jour sélectionnés avec enthousiasme. Dans la chambre, j'ai trouvé la petite boîte en velours cachée au fond du placard, la bague de fiançailles que j'avais fait faire sur mesure, dont la remise était prévue pour le mois suivant. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai placé la clé de ma maison à côté d'une lettre imprimée, vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. Les services publics resteront en service jusqu'à cette date. La carte de crédit a été désactivée. Vos affaires resteront intactes. Tout contact ultérieur devra se faire par l'intermédiaire de mon avocat. Coordonnées ci-dessous. Sans amertume, sans théâtralité, juste les vérités nécessaires. Je suis parti, refermant la porte sur une relation qui signifiait clairement des choses différentes pour chacun de nous. Je me suis enregistré dans un hôtel du centre-ville, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai regardé le déluge d'alertes déferler. 37 appels manqués, 52 textos, tous de Rachel, chacun plus désespéré que le précédent. Où es-tu ? Pourquoi es-tu parti ? C'était juste une blague. On avait tous bu. Tu exagères complètement. S'il te plaît, rentre à la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, je me suis plongé dans le travail. La vie ne s'arrête pas parce que la vôtre s'effondre. À la fin de la journée, Rachel avait découvert où j'étais. Elle s'est présentée à mon bureau et a refusé de partir jusqu'à ce que mon assistante la laisse finalement entrer. Ses yeux étaient bouffis, son mascara avait coulé. « Tu ne peux pas disparaître comme ça », a-t-elle éclaté. Je suis devenue folle. J'ai levé les yeux de mes papiers, calmement. Je t'ai très bien entendu hier soir. Tu as dit que tu préférerais être célibataire plutôt que de m'épouser. Je ne fais que respecter tes souhaits. C'était une blague, a-t-elle répliqué sèchement. Les gens plaisantent au mariage. Pourquoi es-tu si dramatique ? Ce n'était pas une blague pour moi, ai-je répondu, la voix égale. Et la façon dont tu t'es moqué de moi et de ce que nous avions pour amuser tes amis ne l'était pas non plus. Son désespoir s'est transformé en colère. Alors c'est tout ? 2 ans jetés à la poubelle à cause d'une stupide phrase.
Tu es ridicule, Victor. Grandis un peu. Je me suis levé, rassemblant les documents sur mon bureau. C'est ce que je fais, je grandis. Je dépasse le besoin d'être avec quelqu'un qui ne veut pas vraiment de moi. Bien sûr que je veux de toi, a-t-elle insisté en tendant la main. J'ai reculé d'un pas, non, Rachel. Tu veux la vie que je te donne. Ce n'est pas la même chose. Elle est partie en larmes, insistant sur le fait que ce n'était pas le dernier chapitre. Elle avait raison, mais pas de la manière qu'elle espérait. Dans les jours qui ont suivi, elle a intensifié ses efforts. Des amis m'ont contacté en son nom. Sa sœur s'est présentée à mon bureau à l'improviste. Même sa mère a appelé, doucement, expliquant que les femmes disent parfois des bêtises et que je ne devrais pas laisser cela gâcher quelque chose de si spécial. J'ai écouté respectueusement mais fermement, insensible à tout cela. Ce n'était pas une discussion ouverte à la négociation. Ce n'était pas une pause pour que les esprits se calment. C'était un choix définitif, fait avec clarté et un sentiment de respect de soi. Au 9e jour, le comportement de Rachel a commencé à changer. Elle a découvert que sa carte de crédit avait été refusée, que son accès à mes comptes bancaires était coupé et que mon avocat l'avait formellement avisé qu'elle devait quitter la résidence avant la fin du mois. La réalité commençait à s'installer. Ces textos ont pris un tournant hostile, accusateur et amer. Soudain, j'étais le manipulateur, le méchant, soi-disant en pleine crise de la quarantaine. Elle a insisté sur le fait que je ne m'étais jamais vraiment soucié d'elle. Je n'ai pas répondu. Ce sont les mots qui avaient tout déclenché, et les mots n'allaient rien arranger. Aujourd'hui, au 12e jour, j'ai répondu à un appel d'un numéro inconnu, pensant qu'il s'agissait peut-être d'affaires. Ce n'était pas le cas. C'était Vanessa, la sœur de Rachel. Elle ne va pas bien, a dit Vanessa brusquement, sans aucune salutation. Elle dort sur mon canapé, pleure constamment, touche à peine à la nourriture. Ne peux-tu pas au moins lui parler ? J'ai dit ce qui devait être dit, ai-je répondu d'un ton égal. Elle a fait un choix, imprudent et égocentrique. Elle t'aime, a dit Vanessa doucement. Elle est dévastée. Elle pleure son confort, pas moi, ai-je corrigé gentiment. Il y a une différence. C'est dur de dire ça. Son amour était réel. Alors peut-être aurait-elle dû s'en souvenir avant de m'humilier devant tout le monde, ai-je répliqué. Les actions et les paroles ont des conséquences. Vanessa a expiré lentement. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle a toujours été la plus stable, celle qui tenait tout ensemble. Elle est forte, ai-je dit sans ressentiment. Elle s'en sortira. Après l'appel, je suis resté seul dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon. Je ne me sentais pas triomphant. Sa douleur ne me procurait aucune satisfaction. Ce que je ressentais, c'était de la certitude. J'avais fait ce qu'il fallait. Exactement 2 semaines après ce qui aurait dû être le jour de notre mariage, j'étais dans ma cabane à profiter de la solitude quand mon gérant immobilier a appelé. Rachel était arrivée avec un camion de déménagement, essayant de prendre des meubles et des œuvres d'art, des objets qui n'étaient pas à elle. Suivant mes instructions, il lui a refusé l'entrée. La situation a dégénéré. Elle a proféré des menaces, a fait une scène, et un voisin a fini par appeler la police. Je l'ai remercié pour son sang-froid et lui ai demandé de m'envoyer les images de la vidéosurveillance. Quand la vidéo est arrivée, je l'ai regardée avec détachement. Elle était là, hurlant, essayant de forcer le passage pendant que les policiers lui expliquaient calmement qu'elle n'avait aucun droit légal sur quoi que ce soit dans la propriété. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de mon avocat. Rachel avait engagé un conseil juridique et revendiqué la copropriété de la maison, citant son implication dans notre vie commune comme justification. J'ai rapidement transféré un ancien fil de discussion par email, dans lequel elle avait décliné mon offre, faite l'année précédente, de l'ajouter à l'acte de propriété. Elle m'avait dit clairement qu'elle ne voulait pas du stress d'être propriétaire. Une semaine plus tard, son avocat a abandonné la plainte. 2 mois ont passé depuis. Rachel loue maintenant un appartement plus petit, bien loin du style de vie que nous partagions autrefois. Des rumeurs me sont parvenues par des connaissances communes. Elle dit aux gens que j'ai surréagi, que je n'ai pas le sens de l'humour. Les mêmes amis qui avaient ri avec elle lorsqu'elle avait fait cette remarque au mariage soutiennent maintenant sa version des faits. Mais cela ne change rien. Je me souviens exactement de ce qui a été dit et de ce que cela a révélé. La bague de fiançailles conçue sur mesure est toujours enfermée dans mon coffre-fort.
Peut-être qu'un jour je la ferai retoucher, une fois que la douleur de cette nuit se sera estompée. Les plans de la maison ont été redessinés. Je la construis toujours, mais cette fois, c'est entièrement mon propre design. Pas de rêve partagé, pas de compromis. Elle sera mienne, complètement et sans conteste. La semaine dernière, j'ai de nouveau croisé Vanessa en ville, dans un restaurant. Elle s'est approchée avec hésitation, incertaine de ma réaction. « Tu lui manques toujours », a-t-elle dit après une salutation prudente. Elle sait qu'elle a fait une erreur. J'espère sincèrement qu'elle va bien, ai-je dit avec sincérité. Mais ce chapitre est clos. Elle traverse une période difficile, a ajouté Vanessa. Elle a perdu son travail. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle a manqué trop de réunions. Elle dort toujours sur mon canapé. J'ai hoché la tête. J'ai ressenti une lueur de compassion, mais aucun doute. Elle est forte, elle retrouvera son équilibre. Vanessa est restée, semblant partagée. Puis, presque dans un murmure, elle a ajouté, « Tu sais, j'étais là cette nuit-là au mariage. » Ce qu'elle a dit ce soir-là n'était pas juste des paroles en l'air dues à l'alcool. La vérité, c'est qu'elle parlait de toi comme ça depuis des années quand tu n'étais pas là. L'entendre à voix haute n'a pas été un choc. J'avais des soupçons depuis longtemps. Mais au moins, c'était honnête, même si c'était blessant. Quand Vanessa a tourné le dos et s'est éloignée, quelque chose en moi a changé. La douleur que je portais depuis cette nuit-là ne venait pas du fait d'avoir été humilié ou rejeté en public. Elle venait du fait d'avoir enfin affronté une vérité que j'avais évitée pendant des lustres. Le lien que je croyais que nous avions n'était rien de plus qu'une histoire que je me racontais à moi-même. Parfois, le choix le plus puissant que vous puissiez faire est de poser tranquillement votre verre et de partir. Non pas pour faire une scène, non pas pour envoyer un message, mais parce que vous avez finalement accepté ce que rester vous coûterait, votre respect de vous-même. Rachel n'a pas lâché l'affaire. Elle appelle encore, trouve encore des moyens de me joindre après que je la bloque. J'ai entendu dire qu'elle raconte à nos amis communs qu'elle est sûre que je finirai par revenir. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ce n'est pas un concours. Il n'y a pas de stratégie, pas de gagnant. C'est juste fini. Certaines personnes pensent que j'ai réagi de manière trop dure. Je ne suis pas d'accord. J'ai agi avec certitude. Quand quelqu'un vous montre qui il est, surtout quand il pense que vous n'êtes pas là pour l'entendre, il est sage de le croire. Laissez-moi aborder quelques points qui ont suscité des discussions. Premièrement, oui, la maison était à moi bien avant que Rachel n'y mette les pieds. Nous n'étions pas mariés, et cet État ne reconnaît pas le concubinage. Légalement, elle n'avait aucun droit sur la propriété. Deuxièmement, pour ceux qui demandent pourquoi je ne l'ai pas confrontée pendant le mariage, qu'est-ce que cela aurait accompli? Pour qu'elle puisse déformer les faits, mentir pour s'en sortir ou faire une scène en public? J'ai choisi de laisser mes actions parler d'elles-mêmes. Elles ont dit tout ce qui devait être dit. Troisièmement, on m'a demandé s'il y avait eu des signes avant-coureurs. Il y en a eu, mais je les ai ignorés. Les petites piques sur mon travail qui n'étaient que de la construction. La façon dont elle évitait les événements familiaux, les regards embarrassés quand j'arrivais en botte de travail. Tout était là. Je m'étais convaincu qu'elle finirait par apprécier ces aspects de moi. J'avais tort. Quatrièmement, quelqu'un m'a traité de froid pour être parti sans lui offrir une seconde chance. Mais protéger son estime de soi n'est pas un acte sans cœur. C'est essentiel. 3 mois se sont écoulés maintenant. La vie a trouvé un nouveau rythme. La construction de la maison progresse. Les fondations sont solides. La charpente est montée. Je passe la plupart de mes week-ends sur le chantier, supervisant personnellement chaque étape pour m'assurer que les détails correspondent à ma vision. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à construire quelque chose à partir de rien, vierge de tout compromis. Rachel a finalement cessé d'essayer de me contacter. Sa sœur m'a contacté une fois, a mentionné qu'elle voyait un thérapeute et se concentrait sur elle-même. Je lui ai dit que j'espérais que cela l'aiderait, et je le pensais. S'accrocher à l'amertume est épuisant. Mon énergie est maintenant ailleurs. J'ai commencé à me remettre doucement aux rencontres. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dîné avec une architecte paysagiste que j'ai rencontrée par le travail. Elle est vive, directe et véritablement curieuse des choses qui comptent. Ce n'est que le début, bien sûr, mais après tout ce que j'ai traversé, c'était un soulagement de s'asseoir en face de quelqu'un sans avoir l'impression de devoir jouer un rôle.